Bonjour, nous sommes le lundi matin, 19 septembre, dans la nuit du dimanche au lundi si l'on préfère. Et je viens d'avoir une interview, un entretien avec un jeune communiste, on pourrait dire. Et la chose qui me vient à l'esprit, c'est que tout groupe dominé a besoin, pour monter en grade, si on peut dire, de la trahison de quelques membres du groupe que l'on veut atteindre en quelque sorte. Ce qu'on appelle la trahison des clercs, la trahison des intellectuels de gauche, qui mettent leur formation bourgeoise en quelque sorte au service du prolétariat, au service des femmes. Et d'ailleurs, les féministes, pour moi, ce sont d'abord des hommes. Si on parle de féministe, c'est qu'on est. Une femme peut-elle ne pas être féministe? Un juif peut-il être autrement que judéophile, etc. Mais il y a effectivement des renégats qui d'ailleurs peuvent avoir une sorte de haine de leur propre classe, de leur propre groupe d'appartenance, en tout cas qui sont des traîtres. Et ça fausse le jeu sérieusement, puisque, surtout si leur intervention est plus ou moins secrète ou discrète, ils vont fausser l'analyse des choses. Parce qu'on dit, tiens, ce groupe-là se débrouille très bien, tout seul. En réalité, non, il reçoit l'aide d'ailleurs. Il importe quelque part des mercenaires, si on peut dire. Alors, je voudrais revenir sur d'autres questions plus larges qui sont d'ordre économique ou socio-économique. Je voudrais insister notamment sur la question de l'emploi et montrer à quel point l'emploi est associé au pouvoir. Mais non pas l'employeur, mais l'employé. Celui qui est employé exerce un pouvoir, a obtenu un pouvoir, une délégation de pouvoir, un fondé de pouvoir, comme on dit, sur l'employeur. Et donc, vous savez qu'il y a un débat sur le revenu universel, il y a un débat sur les allocations, sur les droits sociaux, etc. On s'aperçoit que certaines personnes, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas l'argent. Le problème, c'est l'emploi. Certains diront naïvement, ah oui, l'emploi, c'est pour gagner sa vie. Non. Il faut dissocier la question de l'emploi, et dire ça sera de plus en plus le cas, dissocier la question de l'emploi et la question des revenus. Et par exemple, de ce qu'on appelle le revenu universel, qui est à l'étude actuellement en France et en Finlande. Sans parler de toutes les personnes qui, de toute façon, depuis très longtemps, reçoivent des allocations de toutes sortes, qui ne sont pas liées à l'emploi, qui n'impliquent pas que ces personnes sont employées. Elles sont aidées, mais elles ne sont pas employées. Et c'est exactement l'inverse. L'employé, c'est celui qui aide l'employeur, mais si cet employé n'aide plus l'employeur, mais en plus il est aidé par la société, vous imaginez bien qu'il y a un changement de statut considérable, quand bien même cela n'affecterait pas son niveau de vie, son pouvoir d'achat. Donc pouvoir d'achat, c'est une chose, et être employé, c'est autre. Mais on fait un amalgame délibérément entre ces différentes notions. Et c'est en discutant avec ce jeune homme, qui a une trentaine d'années, que j'ai pris conscience de l'importance de certaines de mes analyses et que je me suis rendu compte qu'il fallait les préciser. Pour beaucoup, les gens s'imaginent que l'employeur, c'est celui qui a le pouvoir. Mais non, il a le pouvoir, sauf que justement, c'est comme le capitaliste, il a le pouvoir, mais il a aussi le pouvoir de le perdre. Il peut le perdre, il peut le déléguer, il peut l'investir, et quand on investit, quelque part, on risque de le perdre. Et donc finalement, c'est celui qui a quelque chose qui va être soit volé, soit
tapé, comme on dit, soit sollicité, soit imposé, etc., etc. De toutes sortes de façons. Donc, les riches sont forcément imposés et sont souvent sollicités de toute façon pour employer. Sans parler du fait que l'imposition permet de payer des droits aux personnes qui sont au chômage. Voilà. Donc, il faut bien comprendre que le débat sur l'emploi ne doit pas être confondu avec le débat sur les revenus. Ce sont des choses différentes. Et il y a d'ailleurs des gens qui sont bénévoles ou qui ne sont pas payés et qui n'exercent pas moins un vrai pouvoir. Et c'est donc pas un pouvoir qui est forcément, qui se solde, c'est le cas de le dire, nécessairement par un revenu. Croire que le pouvoir est fonction du revenu, c'est une erreur grave. Au contraire, justement, parfois, les plus gros revenus ne sont pas ceux qui correspondent au plus grand pouvoir. On le sait très bien. En politique notamment, on sait très bien que les hommes politiques ont un pouvoir bien plus important que ceux qui ont des revenus plus importants dans le privé, par exemple. Donc ça n'a rien à voir. Alors revenons à la question de la traîtrise, effectivement, celui qui est traître à sa classe, c'est celui qui va, de manière un petit peu vicieuse, je dirais, transmettre des données, des impulsions, en laissant croire que ces données d'impulsion sont propres au groupe qu'il a aidé. Vous voyez d'ailleurs, entre parenthèses, que le traître, il a au moins cette satisfaction, c'est qu'il va aider le camp adverse, qui sera employé par le camp adverse. Donc s'il y a bien quelqu'un qui est employé, c'est bien le traître. Et d'une certaine manière, d'ailleurs, on pourrait se poser la question de savoir si toute personne qui se fait employer n'est pas quelque part dans une situation assez ambivalente et ambiguë. Donc, voyez-vous, je voudrais aussi parler de l'impératif du quantitatif. C'est un peu lié à tout cela, d'ailleurs. Quantitatif, c'est-à-dire de considérer que l'impératif, le surmoi par excellence, c'est qu'il faut répartir le temps de travail, par exemple, entre un maximum de gens. Les gens qui disent oui, ben voilà, il faut les 35 heures pour que plus de gens puissent travailler. Et on leur répond, mais ça n'a pas de sens parce que il vaut mieux que les gens qui sont bons travaillent plus, produisent plus, apportent plus à la communauté, et puis bon, ben, que les autres ne travaillent pas et qu'ils soient aidés. Justement, on revient sur la même question. On veut qu'il y ait, certains groupes veulent qu'il y ait un maximum de gens qui travaillent pour qu'ils aient un maximum de pouvoir. C'est plus compliqué que ça. Ils veulent mettre un maximum de gens en situation de pouvoir, et non pas en situation de devoir reconnaître ce qu'on doit à l'État, à la Providence, à l'État-providence, au système social, etc. Qui n'est pas du tout le même statut mentalement entre celui qui aide et celui qui est aidé, c'est pas pareil. Et pourtant, on peut passer assez facilement de l'un à l'autre quelque part. Quand on est au chômage, on passe de celui qui aide à celui qui est aidé. Et c'est pour ça que ça pose problème. Mais ce que je veux dire, c'est que le quantitatif, ça va aussi avec la question du suffrage universel. Ça va donc avec la question du pouvoir, le pouvoir de la masse qui peut voter, qui est censé voter, qui est donc censé pouvoir imposer son point de vue, ses valeurs. C'est pour ça que je suis très réticent sur le suffrage universel en ce qui me concerne. Je préfère des suffrages collégiaux, c'est-à-dire propres à une communauté donnée. Chaque communauté peut avoir sa propre organisation, mais elle ne peut pas peser nécessairement sur l'ensemble. Un groupe ne peut pas imposer sa loi à l'ensemble des autres groupes, quand bien même serait-il le plus important et le plus nombreux. Bon, enfin, c'est un autre sujet. Mais je veux dire par là que le quantitatif, pour beaucoup de personnes, c'est la réalité. Voilà. La réalité. C'est la seule réalité qu'il faille respecter.
Le qualitatif, bon, la réalité, c'est le quantitatif. Donc finalement, au bout du compte, on retombe toujours dans cette question, respecter le quantitatif, c'est-à-dire partager entre le maximum de personnes. C'est ça le progrès pour certaines catégories de pensée. Le progrès, c'est le partage. Ce n'est pas le progrès des sciences, ce n'est pas le progrès des techniques, non, c'est le progrès social. Alors, on joue beaucoup sur le mot progrès, parce que, et quand on vous dit par exemple que la situation des femmes est un vecteur ou même un critère de progrès, on oublie de dire de progrès social. Et le progrès social, ça vaut ce que ça vaut. Ce n'est pas le seul type de progrès qui existe, loin de loin. Parce que progrès social sans progrès économique, sans dynamique économique, ça ne va pas très très loin. C'est assez banal de le rappeler. Alors, la question aussi, c'est que le progrès qualitatif, c'est-à-dire l'amélioration scientifique, de la technoscience, c'est quelque chose qui va donner du pouvoir aux chercheurs, aux pionniers, aux précurseurs, aux guides. Et donc là, il va y avoir le progrès, autant le progrès social va en quelque sorte affaiblir les plus riches, autant le progrès scientifique, technique et autres va renforcer la classe dirigeante. Et donc d'où un dilemme. Est-ce qu'il faut favoriser le progrès de la recherche? Cette recherche étant génératrice d'élites. Et ces élites, donc, incarnant un pouvoir, etc., un pouvoir masculin souvent. Où les esprits ne sont pas très clairs là-dessus non plus. Parce que le pouvoir de la recherche, ça veut dire qu'il va y avoir des gens qui sont à l'avant-garde. Et il y a une hiérarchie sociale statique, c'est-à-dire spatiale, mais il y a aussi une hiérarchie sociale qui est générée par l'avant-garde, par des gens qui sont en avance et qui vont prendre des brevets, qui vont montrer le chemin. Et comme je l'ai dit à plusieurs reprises, la cohésion sociale, le pouvoir, quand on parle de l'unité d'un peuple, de l'unité d'une classe, ça passe par des acquis très anciens, ça passe par des automatismes, ça passe pas du tout par des choses nouvelles. Non. On sait très bien que le départ des chefs conduit à une régression intellectuelle, une régression culturelle. C'est-à-dire qu'on va retomber sur des fondamentaux linguistiques, des fondamentaux culturels, des fondamentaux religieux, qui sont plus ou moins ancrés dans le subconscient et qui sont le ciment du collectif. Donc le collectif, lui, il a sa propre logique, qui est une logique de régression intellectuelle. Régression intellectuelle, puisqu'il faut retrouver les choses les plus anciennement ancrées dans la société. Et c'est ces choses-là qui vont permettre d'unifier cette société. Et donc quand on crée des choses nouvelles, eh bien on déstabilise, on démantèle même éventuellement ce consensus. Et on sait, et je suis bien placé pour le savoir, on sait les résistances qu'il y a à cela. Toute volonté de montrer simplement que les choses doivent changer, ou qu'il faut les améliorer, ou qu'il faut corriger telle et telle chose, crée de la méfiance parce que cela disqualifie certaines personnes. Ça les oblige à réapprendre des choses, à se recycler. Et ça, c'est pénible. Et en plus, ça déstabilise la cohérence du groupe. Ça mine la cohérence du groupe. Le groupe, il a besoin d'avoir des automatismes. Et voilà, le mot est prononcé. Le groupe a besoin d'automatismes pour exister. Et l'élite tend à
perturber, sinon plus, ces automatismes. L'élite met entre parenthèses ces automatismes en disant voilà, mais non, ça marche plus, ça fonctionne plus. Ces savoir-faire ne sont plus au point. Il faut en acquérir d'autres. Et ça va mettre en question les acquis sociaux existants, les acquis professionnels existants. Et on connaît les révoltes, la révolte des canuts, etc. On connaît les résistances à ces changements qui vont provoquer de nouvelles productivités, qui vont risquer de provoquer du chômage. Et on revient à ce que je disais tout à l'heure, à savoir que la perte d'emploi, c'est la perte de pouvoir. Et je répète encore une fois, et je me renvoie au film The Servant de Joseph Losey, je crois, savoir que les serviteurs se sont appropriés d'une certaine manière du pouvoir. Ceux qui aident ont le pouvoir, et je renvoie au chapitre 2 de la Genèse, quand Dieu propose à Adam Ève pour l'aider, c'est le mot exact, comme auxiliaire, et bien quelque part, il est en train de déposséder à Adam d'un certain pouvoir. Une certaine puissance.